Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. J'ai reçu plein de messages qui me demandaient de review la dernière vidéo de Je ne suis pas jolie, donc de Léa. Avant de commencer, je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je suis coach en alimentation intuitive, donc j'accompagne les femmes pour les aider à avoir une alimentation plus sereine, faire la paix avec leur alimentation et leur corps. Et c'est pas toujours facile dans une société où le culte de la minceur, la culture des régimes est omniprésente. Et donc l'idée de ces vidéos, c'est pas du tout, je le précise, de bâcher les vidéos parce que par exemple Je ne suis pas jolie, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. L'idée c'est plus de voir où la culture des régimes et le culte de la minceur c'est un peu imprégné partout parce qu'on a tendance à ne pas du tout s'en rendre compte. Donc le but là c'est vraiment juste de vous aider à prendre un peu du recul pour vous aider à faire votre propre avis ensuite. Et d'ailleurs si vous aimez bien ce format de vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que je continue à en faire. Du coup c'est parti, on la regarde ensemble. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est les gars. La vidéo tant attendue. La vidéo la plus demandée de ma chaîne depuis l'existence de mes vidéos je pense. Là, on est mercredi. Et pendant une semaine, je vous embarque dans mon corps. C'est pareil dire, parce qu'il s'en passe des trucs. Je vous embarque du mercredi au mardi prochain pour vous parler de mon alimentation, ce que je fais, si je fais du sport, si j'en fais pas, ce que je bois, mon état d'esprit, comment j'ai changé mes habitudes, etc. Là, c'est voilà comment je fonctionne. Je voulais faire cette vidéo sous ce format-là parce que je ne suis pas un régime. Je n'ai pas une méthode, j'ai pas une recette miracle, pas du tout. Voilà, il n'y a pas de baguette magique. Je vais me faire un petit thé et ensuite on va papoter. Petit thé vert sans sucre à la rose. Le matin, je ne petit déjeune pas, sauf le week-end, puisque je pratique le jeûne intermittent du repas du soir, enfin de la fin du repas du soir, vu qu'on dîne assez tôt avec Gaspard. Il y a beaucoup de croyances qui disent que voilà, le petit déjeuner c'est vraiment le repas le plus important, qu'il faut beaucoup manger, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'en se renseignant, il y a beaucoup de fausses croyances et qu'il faut surtout s'écouter et que si ça nous convient, ben, tant mieux. Moi personnellement, le petit déjeuner n'a jamais été un repas indispensable et vraiment avec ce nouveau mode de fonctionnement, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, je ressens pas forcément le besoin de manger le matin. Par contre, je ressens le besoin de boire et de beaucoup boire. Donc soit je me fais un grand thé sans sucre, soit vous verrez, je me fais des eaux infusées parce que ça m'aide à boire davantage. Que là, comme on est en semaine, j'ai pas mangé depuis hier et ça me convient très bien, j'avoue. Alors déjà c'est intéressant parce qu'elle commence la vidéo en disant attention, je ne fais pas de régime. Donc a priori elle ne suit pas de règles précises, elle fait pas de régime drastique, en tout cas c'est ce que je comprends. Et je dis que c'est intéressant parce que je pense que c'est le truc qu'on voit le plus chez les gens qui mettent en place des choses pour perdre du poids. Il y a vraiment l'accent qui est mis sur le fait que je ne fais pas un régime, simplement parce que les régimes aujourd'hui c'est un peu has-been. Enfin, en tout cas, on sait que les effets sur la santé, sur l'effet yo-yo sont assez néfastes. On sait que ça fonctionne pas. Et du coup, aujourd'hui, on verra assez peu de personnes faire officiellement, en tout cas, des régimes. Après, elle dit que là, donc, elle pratique le jeûne intermittent parce que, voilà, elle n'a pas faim le matin. Je vais voir après le reste de la vidéo, mais en tout cas pour l'instant, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin de se mettre dans cette case de jeûne intermittent si on n'a pas faim le matin? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne mangent pas le matin depuis des années, pour autant ils ne disent pas pratiquer le jeûne intermittent. Faire le jeûne intermittent, ça veut quand même dire répondre à certaines règles, à certaines plages horaires où on ne mange pas. Et ça veut dire le respecter au quotidien, tous les jours. Et du coup, on s'impose malgré tout certaines règles. Encore une fois, j'ai pas vu la suite de la vidéo, donc je vais voir. Mais en tout cas, voilà, se mettre dans cette case de je fais le jeûne intermittent, ça crée quand même un certain cadre de règles. Et à partir du moment où on s'impose un cadre, on se rapproche quand même pas mal de la notion de régime. Comment
Comment tout ça a commencé? Ça a commencé quand on est rentré de Corse en octobre, c'était fin octobre, où j'ai eu une envie de changer mon mode d'alimentation parce que je savais que ça ne correspondait pas. Ça faisait des mois que je mangeais équilibré à mon sens, j'allais 3 fois par semaine à la salle et que je n'avais aucun changement physique, mental, bien-être, vraiment je me sentais pas particulièrement mieux. J'ai décidé d'aller voir un médecin généraliste et une naturopathe. Chez le médecin, j'ai eu une prescription pour une prise de sang pour faire un petit peu le bilan, et chez la naturopathe, ça a duré vraiment très longtemps. On a fait vraiment un gros bilan, elle me posait plein de questions et elle m'a recommandé également de faire une prise de sang, mais du coup c'était déjà en cours avec le médecin. Une fois qu'on a reçu cette prise de sang, j'en ai discuté avec le médecin, j'en ai discuté aussi avec la naturopathe. Vraiment elle a essayé de tenter de m'aiguiller sur plusieurs choses, plusieurs changements possibles, etc. Et notamment que mon gros point faible c'était le sucre. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ma maman est diplômée en médecine chinoise, elle a passé son diplôme à l'ancienne fac de médecine de Montpellier et elle a appris plein de choses. La médecine chinoise est une médecine qui est complètement différente de la nôtre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis toujours ma maman me dit que mon point faible entre guillemets c'est le foie. Et je le sais, j'ai toujours été écœurée très vite par des odeurs. Il y a des goûts qui sont trop forts, c'est très compliqué pour moi. Le café ça a toujours été impossible. Je bois pas d'alcool, enfin, c'est comme si mon corps m'avait toujours guidée vers les choses qui préservaient mon foie entre guillemets. J'ai toujours su qu'il fallait que je fasse attention à ces choses là, mais je m'étais pas forcément penchée sur le sucre et sur l'impact que ça pouvait avoir sur mon corps, etc. En plus de ça, ma maman a fait du diabète gestationnel quand elle était enceinte de moi, donc voilà, il y a toujours eu ce petit truc par rapport au sucre. On a pris la décision de diminuer les glucides. On n'a pas arrêté les glucides, on a diminué les glucides. Vous allez le voir dans la semaine, si vous faites le calcul, moi je ne fais jamais le calcul des macros, des trucs, ça m'intéresse pas. Je m'écoute et surtout, voilà, je suis pas du tout dans la psychose de savoir exactement le nombre de trucs que j'ingère, etc. Je trouve que c'est assez malsain. Les glucides, vous en trouvez dans quoi? Vous en trouvez dans tous les sucres. Vous en trouvez dans le blé, vous en trouvez dans les pâtes, le riz, vous en trouvez également dans les pommes de terre, dans les patates douces, bref, vous en trouvez plus ou moins dans beaucoup de choses, et également dans les fruits, le raisin, la banane, c'est assez riche en glucides également. Bien sûr, c'est pas le même impact sur votre corps une banane que un gâteau industriel, hein, on est bien d'accord, mais là je vous parle vraiment grossièrement, je vais pas rentrer dans les détails scientifiques, je ne suis pas nutritionniste, je vous parle vraiment de moi. Ensemble avec cette naturopathe, on a décidé de diminuer les glucides. Une autre chose qui a été hyper importante, ça a été le gras. Ok, donc là, au niveau des glucides, il y a quand même une volonté de réduire considérablement les glucides. J'aimerais juste insister sur le fait que quand on fait un régime, ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement de manger certains aliments ou certains types d'aliments. Un régime, ça a toujours été réduire certains groupes d'aliments, en favoriser d'autres. Voilà, après il y a plein de types de régimes différents, donc les catégories d'aliments concernés sont assez différentes. Mais là, quand elle dit qu'elle va réduire considérablement les glucides, ça me paraît quand même être une règle assez importante, étant donné que les glucides, ça représente quand même pratiquement la moitié de notre alimentation et que notre corps en a besoin pour fonctionner. Donc j'avoue que je suis un peu sceptique sur cette idée de je ne fais pas un régime. Le gras et le bon gras. J'ai arrêté tout ce qui était huile de tournesol, ce genre de trucs, et je me suis concentrée sur le bon gras, enfin le gras des avocats, le gras de l'huile d'olive. Quand je prenais de la crème fraîche, j'arrêtais de prendre des trucs allégés de je sais pas quoi. Si j'avais envie de crème fraîche, je prenais de la crème fraîche entière. Je prends du fromage chez mon fromager, du beurre chez mon fromager. J'ai privilégié les bons gras et j'ai également recommencé à manger de la viande. Je vous en ai parlé rapidement, je vais pas rentrer dans tous les détails, ça faisait un moment que j'en mangeais plus. Je vous en ai parlé un peu juste avant, mais donc je jeûne semaine, et le week-end je mange un petit déj assez copieux, j'aime bien parce que je le prends un peu tardivement. Voilà, le week-end c'est différent, mais la semaine je jeûne et ça me convient très bien. Au niveau du sport, ok, donc là ce que je constate, c'est qu'elle fait une espèce de rééquilibrage alimentaire, pas trop celui qu'on voit actuellement, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les glucides sont assez valorisés. Enfin pas le sucre, hein, mais les glucides, genre les pâtes complètes, voilà, les trucs comme ça, et sont moins diabolisés, donc là ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça me fait un peu penser au régime alimentaire qu'on me proposait plutôt il y a quelques années, où on faisait un régime a priori hypocalorique, je vais voir ce que ça donne, mais hypocalorique avec moins de glucides, plus de protéines, puisqu'elle mange de la viande, du poisson, du fromage, et avec du gras, où on encourage le gras, là où encore avant le gras était plutôt très diabolisé. Donc en tout cas pour moi là, sa description, ça
répond parfaitement aux critères des régimes ou des rééquilibrages alimentaires, c'est pareil, qu'on conseillait il y a, je sais pas, il y a quelques années quoi. Ah oui, et du coup là elle dit qu'elle fait le jeûne intermittent mais que la semaine et pas le week-end. Donc c'est intéressant parce qu'elle ajoute de la flexibilité dans son jeûne. Donc je pense que ça donne l'impression d'avoir un truc assez flexible, assez adapté à soi. Il n'empêche que voilà, quand on a dans sa tête ok je ne mange pas le matin toute la semaine mais le week-end je mange, on reste quand même dans une certaine structure à respecter. Et la question se pose vite en général sur les vacances, sur les week-ends de 3 jours. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que cette situation où on se dit ok, je mange, ok, je fais un jeûne la semaine et pas le week-end, ça nous crée un certain cadre qui va nous amener à nous poser des questions le jour où ce cadre ne pourra plus être respecté ou quand notre situation va évoluer. Et ce qui me fait un petit peu tiquer, c'est ce besoin absolument, comme je disais tout à l'heure, de mettre un cadre à ce qu'on est en train de faire. Au niveau du sport, ça va peut-être vous étonner parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais comme sport pour que ça fonctionne autant? Je n'ai pas fait de sport du tout sauf ma séance de yoga par semaine avec Paola, donc le jeudi normalement on a une séance au bureau, mais sinon je ne fais pas de sport en salle, je ne fais pas de sport, je veux m'y mettre, mais là pour toute ma perte de poids jusqu'alors je n'ai fait aucun sport autre qu'une séance de yoga par semaine. Au niveau des bénéfices, au-delà de la perte de poids, aujourd'hui j'ai un meilleur sommeil, j'ai une meilleure concentration, je me sens mieux par rapport à mon alimentation. C'est la première fois de ma vie que je me sens aussi peu frustrée, que je ne compte rien, Alors juste là, ça me fait penser à une autre vidéo qu'elle avait faite. Je me souviens que c'est une vidéo que j'avais beaucoup aimée d'ailleurs, qu'elle avait faite, je sais plus quand, mais je pense que c'était en septembre-octobre, donc juste avant cette vidéo-là a priori. Je sais plus exactement, mais je crois que c'était vers là. Où elle parlait justement de son rapport à son corps, de son rapport à son alimentation, où justement elle avait trouvé a priori sa façon de faire et que c'était important de s'écouter, que son rapport à son corps et à son alimentation lui convenait tout à fait. Elle disait d'ailleurs qu'elle faisait du sport, mais uniquement du sport qu'elle aimait bien, qu'elle mangeait varié, mais que des choses qu'elle aimait bien, et ça pouvait être autant des choses saines que peut-être moins nutritionnellement parlant intéressantes. Mais voilà, elle avait l'air assez en paix avec tout ça, et je pense que même à l'époque j'avais partagé sa vidéo YouTube. Du coup, ça remet un peu en question. Enfin, je me demande quelle était la réalité de sa relation à la nourriture, si là aujourd'hui elle dit qu'elle a ressenti le besoin à ce moment-là de changer quelque chose, et quand elle dit aujourd'hui qu'elle n'a jamais été aussi sereine dans son alimentation. Enfin voilà, je me pose un peu la question de la différence entre quand elle a fait sa vidéo il y a 6 mois où elle parlait de ça et aujourd'hui où elle reparle de ça, alors qu'a priori elle n'a pas du tout la même alimentation ni la même approche. Que je ne suis pas dans un régime, que vraiment c'est une nouvelle façon de m'alimenter pour toute la vie. Et surtout, ça ne coupe pas votre environnement social, et ça c'est très important. Je n'ai jamais eu de problème pour trouver quoi manger au restaurant, je n'ai jamais eu de problème quand on fait des apéros, quand on est chez des amis. Depuis fin octobre, j'ai perdu 13 kilos, voilà. Et sur ma balance, qui est une balance à impédance mètre, j'ai perdu de la masse graisseuse et j'ai gagné de la masse musculaire. Alors que je ne fais pas de sport et que j'ai jamais mangé aussi gras, même si, vous allez voir, hein, je mange pas gras, c'est juste que je mets de l'huile d'olive dans mes légumes, je me prive pas d'un bon avocat, quand j'ai envie de fromage, je mange du fromage, et ça a changé ma vie parce que c'est des trucs que j'aime. Moi je suis très team salé, donc ce mode... C'est rigolo de voir qu'elle dit qu'elle est très team salé alors qu'elle commence la vidéo en disant qu'elle a un problème avec le sucre. Gros point faible, c'était le sucre. Donc quand les gens disent qu'ils ont un problème avec le sucre, a priori c'est qu'ils ont des cravings pour le sucre, des envies fortes de manger du sucre. Et c'est marrant de se dire que malgré ces envies fortes de sucre, elle se considère plutôt de la team salée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu finalement. En fait, c'est comme si ces envies de sucre, elles ne faisaient pas partie de nos préférences, de nos réelles envies, mais que c'était voilà, dû à une addiction, un truc
qu'on ne devrait pas avoir et du coup qui ne comptent pas dans nos préférences alimentaires. En dehors de ces envies urgentes de sucre, bah voilà, on se rend compte qu'on aime beaucoup le salé, donc on est team salé. C'est intéressant, je trouve, de relever cette réflexion, ces deux réflexions. Et quant à sa perte de poids, ça m'étonne pas vraiment qu'elle ait perdu beaucoup de kilos en 6 mois avec ce genre de régime alimentaire, parce qu'effectivement, si tu enlèves la majorité de tes glucides, je vais voir ce qu'elle mange, j'imagine qu'elle va nous montrer ce qu'elle mange, mais en fait, je pense que nécessairement, tu manges moins à la journée. Donc forcément, tu vas perdre du poids, c'est assez mathématique. En fait, ce qui me questionne, c'est que là, elle a l'air de dire que c'est les glucides qui font grossir, parce que malgré le fait qu'elle mange beaucoup de gras, elle arrive quand même à perdre du poids. Alors je pense qu'en réalité, c'est simplement qu'elle mange moins en termes de quantité. Mais on va voir par la suite. Mode de vie me convient parfaitement. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais tu fais régime cétogène ». Alors, je ne suis pas en régime cétogène parce que le régime cétogène, c'est un régime qui limite à 20 grammes de glucides par jour, voire 30 grammes si vous êtes vraiment en cétogène light. Clairement, je suis certaine qu'il y a des jours où je dépasse les 30 grammes de glucides. Je ne compte pas. Au début de tout ça, je me suis dit « Mais en fait, ce que je suis, c'est le régime cétogène, il faut que j'aille voir plein de trucs, etc. » Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément adaptées à moi. Donc, j'ai pas du tout envie de vous parler de régime cétogène dans cette vidéo. Je sais qu'on va me poser la question. J'ai juste diminué les glucides. Je ne les ai pas arrêtés. Je mange encore des trucs sucrés comme par exemple du chocolat noir. J'adore le chocolat noir. J'en mange presque tous les jours. Je mange pas un carré de Kinder. Je mange un carré de chocolat noir minimum 70%. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais comment tu fais pour plus manger de pâtes? C'est très simple. Tu n'en achètes plus et tu n'en manges plus et tu te portes très bien. Voilà les petits gnougnous. C'est intéressant de balayer cette question-là comme ça, comme si c'était aussi simple, parce que je pense que n'importe qui a déjà mis en place un régime alimentaire, un rééquilibrage alimentaire, s'est déjà dit bon c'est très simple, je vais enlever ça de mon alimentation, je ne vais pas l'acheter. Mais quand il s'agit d'un aliment qui fait quand même partie intégrante de l'alimentation de la plupart des gens dans le monde, c'est assez normal de se poser la question. Et en tout cas, quand elle dit qu'elle mange quand même des glucides, d'après ce que je comprends, c'est qu'elle mange des glucides, genre du chocolat, mais pas du tout de glucides qui viendraient des féculents. Donc ça veut dire qu'elle a complètement enlevé les féculents de son alimentation. Effectivement, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, il y a des chances pour qu'elle mange beaucoup moins qu'avant et que du coup, forcément, elle perde du poids. Mais je pense que sur le long terme, ça va être intéressant de regarder l'évolution de son comportement alimentaire et de si elle réintègre les glucides ou pas. Parce que là, par exemple, elle dit qu'elle ne fait plus de sport. Et effectivement, quand on ne mange pas de glucides, c'est difficile de faire une activité physique régulière. C'est difficile de tenir le rythme sur le long terme. Moi, là, avant qu'elle montre ce qu'elle mange, ça me paraît assez extrême quand même comme changement alimentaire qu'elle a mis en place. Et j'avoue que, étant donné son passé, en tout cas ce que je connais de son passé et de ce qu'elle a déjà dit en vidéo YouTube, parce que je ne la connais pas du tout personnellement, ça me paraît assez risqué de mettre en place ce genre de gros changements. Parce que malheureusement, ce qu'on constate, c'est que sur le long terme, ça a forcément des conséquences sur notre comportement alimentaire. C'est mes menus de la semaine que j'ai noté pour essayer de vous faire des trucs un peu variés. Mais là, je vais vous faire un petit gâteau chocolat amande parce qu'on est un peu en période de confinement quand même. Et du coup, ça fait plaisir. Et les petits snacks comme ça, c'est trop bien. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je peux manger des gâteaux. Et en plus, des gâteaux trop bons ce matin. Là, je voulais juste pointer du doigt le vocabulaire où elle dit « c'est la première fois de ma vie où je peux manger des gâteaux ». À chaque fois qu'on voit ces termes « je peux »,« j'ai le droit », il y a comme si c'est le reflet de ce cadre qu'on s'impose et de ce cadre qui, même si on se dit que c'est pour soi et que on s'écoute, en fait on se rend compte que ce cadre il est quand même donné par une personne tierce et qu'on fait davantage confiance à ce cadre qu'à nous-mêmes et qu'à nos envies. Et quand on est dans cette situation, c'est souvent le signe qu'on n'est pas dans une relation forcément très saine avec la nourriture. Après là, pour être honnête, je pense que ça va être difficile de voir réellement les choses parce que
Là, elle est en pleine perte de poids. Et donc forcément, il y a des biais de confirmation en fait. Et là, je pense que ça va être difficile de voir des indices vraiment intéressants sur sa relation à la nourriture parce qu'aujourd'hui, elle est en pleine perte de poids, donc ce qu'elle met en place fonctionne pour elle, pour l'objectif qu'elle s'est fixé. Et en fait, cet objectif, il est tellement central que forcément, ça répercute sur les autres aspects de notre vie où on se sent bien, où on a l'impression que tout va bien, qu'on a plein d'énergie, que ça nous correspond, qu'on va pouvoir le tenir à vie. Si vous avez déjà mis en place des régimes ou des rééquilibrages alimentaires, je pense que vous reconnaissez un petit peu cette phase où vous êtes en pleine perte de poids, où ça fonctionne et du coup tout va bien et vous voyez pas du tout le problème. Malheureusement, la seule manière de voir le problème, c'est quelques mois, voire quelques années après, quand on n'arrive plus à mettre ça en place au quotidien, quand on reprend les kilos perdus, je sais pas, simplement parce que notre situation elle a un peu changé, parce qu'on a réintégré les glucides. Bref, peu importe la raison, en général c'est malheureusement qu'à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait on était dans le contrôle et que c'était pas si sain que ça de mettre en place toutes ces restrictions. Au programme, on a un gâteau au chocolat un peu particulier avec 4 ingrédients. Poudre d'amande, œuf, beurre, chocolat. Chocolat noir, 80%. Nous, on rajoute pas de sucre parce qu'on n'en ressent pas le besoin. Gros point faible, c'était le sucre. Il y a déjà du sucre dans le chocolat et comme je vous le disais juste avant, moi ça fait partie de mes plus gros changements. Donc là, j'ai fait fondre du beurre et du chocolat là-dedans. Ce midi, je vais me faire une petite salade composée. Du coup, j'ai pas mangé depuis hier soir et voilà, là je commence à avoir faim. Généralement, je mange vers midi. Je vais pas vous faire une recette d'une salade composée, mais typiquement dans le genre de salade, je mets de la salade. Ça varie, à chaque fois je mets pas les mêmes choses, je mets du tofu, je peux mettre du poulet, je peux mettre du saumon, je peux mettre du thon. Là aujourd'hui on va faire du thon, donc j'ai prévu de mettre salade, thon, faire une sauce à la mayonnaise épicée, enfin de la mayonnaise sans sucre, vérifier parce qu'il y en a partout. De la mayonnaise sans sucre et je rajoute des épices, donc du paprika, du cumin, vous pouvez mettre ce que vous voulez, j'adore. Concombre, carottes, je mets un petit peu de fromage, là j'ai du comté de chez le fromager et je vais piler quelques petites cacahuètes par dessus pour le côté croquant. Je vais préparer ça et... Ça y est, la salade est prête. La sauce aussi, c'était hyper rapide à préparer. C'est le genre de salade que j'adore parce qu'elle est gourmande. Vous n'êtes pas là avec 3 feuilles de salade, une vinaigrette allégée et vous avez fait un 14h. Là, il y a du fromage, il y a plein de légumes que j'aime, il y a de l'avocat, il y a du thon, la sauce mayonnaise, j'adore. Donc voilà, c'est des trucs qui font plaisir et ça, c'est hyper important. Donc je vais laisser ça de côté le temps que le petit se réveille. Ensuite, on va tous manger ensemble et puis voilà, après, je vous retrouverai pour le petit goûter. Je vous ai pas montré le beau gâteau qui est ressorti du four, qui est hyper bon. Et là, du coup, c'est un peu le moment du petit snack de l'après-midi. Dans une petite assiette avec quelques fraises. On a les premières fraises ici, c'est les petites fraises du producteur de Mobio. C'est trop bon. Alors il faut aimer le chocolat fort. C'est pas hyper sucré, mais moi j'adore. On a commandé indien, on a un truc juste à côté de chez nous. Et bien sûr, on n'y est pas allé, il dépose devant la porte. Du coup, on mange indien. Ça, c'est du poulet cornet. Et ça, c'est de la purée d'aubergine. Donc voilà, on va manger ça vite fait et on se retrouve demain. Donc ouais, ça confirme un petit peu ce que j'avais compris. Elle mange a priori pas du tout de glucides, donc à part le chocolat. Et il n'y a pas du tout de glucides dans sa journée, genre des pâtes, du riz, de la semoule, du boulgour. Là, elle a vraiment mangé que des légumes, de la viande et du fromage. Donc en gros, elle fait 2 repas par jour avec ça et un goûter avec ses glucides. Mais honnêtement, le chocolat à 80%, les glucides, c'est pas vraiment l'ingrédient principal. Et juste une parenthèse, je n'ai absolument rien contre... tout ce qu'elle a fait avait l'air très bon, très gourmand. Donc effectivement, je pense que ça fait vraiment partie de ce qui est important pour elle, de manger des choses gourmandes et qu'elle aime bien. Donc ça, c'est top. J'ai l'impression que le goût est une partie importante dans ses choix alimentaires. Et franchement, même sa recette de gâteau au chocolat, ça m'a donné envie de la faire. Ça avait l'air très bon. Sa salade aussi, son repas du soir aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Là, mon idée, c'était plus de mettre pause et de se rendre compte que malgré le fait que tout ça soit très gourmand et très bon, elle choisit quand même intentionnellement de ne rajouter absolument aucun glucide dans ses repas. En fait, c'est pas parce que ce qu'on mange est bon
qu'on n'est pas dans la privation. Souvent, j'ai l'impression qu'on a tendance à dire non, non, mais moi je me prive pas parce que je mange que des trucs que j'aime bien. Non, se priver, ça veut dire rejeter une catégorie d'aliments ou en tout cas limiter fortement une catégorie d'aliments. Alors que c'est quelque chose qui faisait partie de notre quotidien avant. Et pour des raisons a priori qui n'ont pas grand-chose à voir avec le goût. Deuxième jour de cette semaine dans mon corps, il est 11h quelque chose. Midi repas très simple mais très efficace. Petite poêlée de légumes verts à l'huile d'olive. Donc on a un petit pois, chou romanesco, haricots verts et haricots plats avec un pavé de saumon. Et il y a un petit guacamole parce qu'il y a des avocats qu'on devait passer. Ouais. Donc, voilà. Bon appétit, je suis toujours en pige. Il est 16h30, c'est l'heure de mon petit encas. Je me suis fait des radis avec du beurre salé, genre des petits bouts de beurre salé, j'adore, j'ai tout le temps ça dans le frigo. Trop bien à avoir, voilà, quand vous avez une petite faim, moi j'adore manger salé. Gros point faible, c'était le sucre. Je grignote ça pendant que je bosse. C'est le soir, encore un repas très simple et efficace. Petites asperges, ma passion. Revenu dans du beurre avec des aiguillettes de poulet. Je vais me faire une petite vinaigrette par-dessus pour mettre sur les asperges. Huile d'olive, vinaigre balsamique, moutarde. Tout à fait le genre de repas que j'adore, c'est hyper simple, efficace. Et les asperges comme ça, revenues avec le beurre ou l'huile d'olive, c'est trop bon. Fin de la... Alors, juste là, donc elle a encore mangé juste des protéines et des légumes et du gras dans sa journée. Mais j'avoue que ça me fait un peu peur au niveau des quantités. Parce que là, donc ce midi, elle a mangé du saumon avec des haricots verts, après des radis avec du beurre salé, et le soir, du poulet avec des asperges. Et il n'y avait même pas beaucoup d'asperges. Je ne sais pas combien ça fait en termes de calories, mais je pense que ça ne fait pas beaucoup. Et du coup, ça revient un petit peu sur ce que je disais en début de vidéo. En fait, le danger avec le fait de mettre de côté complètement une partie d'aliments ou de réduire fortement, là en l'occurrence les glucides, c'est qu'en fait on mange beaucoup moins. Et là honnêtement, sur ces besoins en termes de calories, ces besoins journaliers, ça me paraît assez léger. Et donc oui, c'est normal qu'elle perde autant de poids, mais ça me paraît assez dangereux de manger aussi peu par jour en fait. Et par exemple, si demain elle veut avoir une activité physique peut-être plus présente dans son quotidien, que ce soit via du sport ou via juste une activité, voilà, bouger davantage, ça me paraît assez léger. En fait, le problème, c'est que quand on est dans une optique perte de poids et quand cette optique elle est assez centrale, on a vraiment tendance à être dans le déni des impacts que ça a sur soi, sur par exemple notre niveau d'énergie, sur le fait qu'on ait faim ou pas. Parce que là, a priori, elle dit que voilà, le matin, elle n'a pas du tout faim et le reste de la journée non plus. Et en fait, quand on veut tellement perdre du poids, on se persuade de beaucoup de choses. Et encore une fois, je pense que si vous avez vécu un peu la même situation, vous savez très bien de quoi je parle. Et c'est ça qui est un peu touchy, et c'est ça que je voudrais juste vous encourager à vous poser comme question, à voilà, mettre pause et prendre du recul sur ce que les gens disent quand ils racontent leur journée et ce qu'il en est réellement. Vous ne saurez jamais parce que voilà, on n'est pas dans sa tête et peut-être qu'elle n'a réellement pas faim, mais juste là, si on prend un peu un truc objectif et on regarde les quantités qu'elle mange, ça me paraît voilà, assez léger. Deuxième journée, Gaspard est en train de se coucher avec son papa. Souvent, vous me demandez quand je vous montre les repas de me parler de dessert. Je prends pas trop de dessert, moi je suis pas hyper dessert. Là, il y avait des restes du petit gâteau au chocolat que Samuel avait fait hier, donc je pense que je vais prendre un petit bout. Et puis si vraiment j'ai envie d'un truc, généralement je me prends un yaourt ou quoi. Donc yaourt amande soja, j'aime bien. J'achète normalement à la Biocop. Bon, on est vendredi, c'est le jour 3 de cette semaine dans mon corps. Comme vous pouvez le voir, Gaspard et Samuel sont en train de faire la cuisine. Là, c'est le matin, du coup, pas de petit déjeuner, comme d'habitude, sauf le week-end. Demain, je vous donnerai une recette et dimanche aussi. Du coup, là... En fait, je trouve ça assez bizarre de voir ça là de l'extérieur, parce que je sais très bien que quand on est dedans, on est persuadé que c'est quelque chose qui nous convient et qu'on n'a réellement pas faim le matin, la semaine, mais le week-end, oui. Et vraiment, le problème, c'est pas du tout de ne pas manger le matin, parce que vous avez complètement le droit de ne pas avoir faim le matin. En revanche,
c'est vraiment cette idée de ne pas avoir le droit, entre guillemets, de manger le matin. De se dire d'office, je ne mange pas le matin, parce qu'à un moment donné, je vais constater que j'avais pas très faim le matin, donc hop, ça y est, je rentre dans une règle de je ne mange pas le matin. En fait, ce qui est assez improbable, parce qu'on n'a pas des journées identiques, autant physiquement que émotionnellement, et donc forcément nos besoins au quotidien et notre faim, elles varient énormément. Et on peut très bien ne pas avoir faim le matin certains jours et avoir faim le matin d'autres jours. Et si on est vraiment dans une optique d'écouter son corps, on va plutôt choisir d'écouter son corps au jour le jour plutôt que de rentrer dans ce cadre de ah bah je constate que j'ai pas faim le matin, donc hop, je vais plus jamais manger le matin la semaine. Il y a un côté, encore une fois, un peu incohérent entre cette envie d'écouter son corps et la réalité de ce qu'on met en place, qui n'est pas du tout de l'écoute de son corps. En fait, c'est comme si je disais hier au goûter, j'ai mangé du houmous avec des carottes. Ah bah voilà, à tous les goûters, je vais manger ça maintenant. Bah non. En fait, hier j'ai aimé ça, peut-être que demain j'aimerais manger du chèvre avec des tomates et après-demain j'aimerais manger du chocolat Milka avec un pain au lait. En fait, tout ça fait partie de mes envies, tout ça fait partie de mes préférences et mes sensations alimentaires, mes sensations corporelles ont complètement le droit d'être variées et d'ailleurs sont naturellement variées étant donné, encore une fois, qu'on n'a pas du tout le même rythme, la même activité, autant physique qu'émotionnelle, au quotidien. Je vais me faire une eau infusée, c'est un truc que je fais pas mal, comme ça me permet de boire davantage. Et j'étais en train de petit apéro en famille, avant le repas. On aime bien grignoter 2-3 trucs, donc là j'ai les asperges d'hier, que j'ai mangé comme ça un peu en entrée apéro avec de la vinaigrette. Toujours mes petits radis avec mon beurre salé. Généralement on mange ça avec du tarama, ou vous savez, des petits trucs à tremper comme ça. Ça c'est un peu notre recette cheat meal. Perso, on mange pas ça tous les jours, mais avec le chou-fleur, ça rend la chose un peu plus digeste comparé au mac and cheese classique. Et voilà ce que ça donne, bon, comme ça. Avoir des petites pas compte, mais c'est une tuerie. Voilà, bon appétit. On est samedi. Juste là, elle fait un chou-fleur mac and cheese. Du coup, je sais pas trop si elle a mis des pâtes, du fromage et du chou-fleur ou si elle a fait du chou-fleur et du fromage. En fait, d'un côté, je me dis que comme elle exclut pratiquement les glucides, ou en tout cas les féculents, c'est chou-fleur fromage, mais comme elle dit que c'est un cheat meal, je ne sais plus. Parce que bon, du chou-fleur et du fromage, dans son alimentation, ça m'a pas l'air d'être un cheat meal. Donc je sais pas trop. Et dans tous les cas, encore une fois, cette notion de cheat meal, c'est quand même le reflet d'une certaine diabolisation de la nourriture. Et quand je parle de diabolisation, ça fait toujours un peu peur. Et on se reconnaît pas forcément dedans, mais ça veut pas dire qu'on rejette complètement les aliments, ça veut juste dire qu'on estime qu'il y a des aliments qui sont bien et des aliments qui sont mauvais. Ça veut dire qu'on met certains aliments sur un piédestal et qu'on estime faire les choses mieux ou moins bien en fonction de ce qu'on a mangé. Et cette diabolisation, elle pose un problème parce qu'elle a une conséquence directe sur nos comportements alimentaires. Je ne vais pas développer davantage, si ça vous intéresse, j'ai fait plein de vidéos sur ces sujets-là. Il est 21h30, Gaspard est couché, je vais me faire un bol de fraises. Et à côté, je me suis fait une chantilly avec de la crème fraîche et j'ai rajouté du swerve. Alors le swerve, je voulais pas vous en parler avant parce que je voulais pas que les gens tombent sur cette vidéo comme ça et dans la première minute se disent ah là c'est génial, je vais mettre ça partout, ça va tout remplacer. Parce que ça reste un édulcorant. Ce paquet est même pas fini et on l'a ouvert en octobre. On s'en sert très occasionnellement. C'est de l'édulcorant, voilà, c'est quelque chose qui donne un goût sucré mais qui n'est pas du sucre. Donc comme c'est hyper transformé, c'est pas quelque chose que je conseille dans le sens où forcément c'est pas sain pour la santé, mais c'est comme tout à petite dose, voilà, au moins. Ce que je trouve toujours intéressant quand on parle des produits transformés et qu'on explique que c'est pas sain pour la santé, ce qui est ouf, c'est que ça ne nous empêche pas d'en manger, alors qu'on pourrait le remplacer par du sucre. Surtout que si vraiment on veut faire des choses, on veut prendre des choses naturelles, on peut prendre, je sais pas, du miel, du sirop d'érable. Voilà, on n'est pas obligé de prendre du sucre blanc si vraiment on ne veut pas prendre des choses raffinées. Mais ça veut dire que même si on considère les aliments transformés comme néfastes pour la santé, on considère ça quand même moins néfaste que le sucre.
qui nourrit notre corps en fait. Là où l'édulcorant alimentaire ne donne absolument aucun nutriment à notre corps, le sucre nourrit notre corps, donne à manger à nos cellules. Et donc je trouve ça assez ouf de considérer davantage la solution qui ne donne pas à manger et qui est néfaste pour la santé, au lieu de considérer la solution nourrit notre corps. Et en fait, c'est simplement le reflet que cette envie de consommer mieux, qu'on met vraiment en avant quand on fait des rééquilibrages alimentaires, cette envie de s'écouter davantage, en fait, cette envie, elle est là surtout pour se persuader et qu'en fait, la réalité derrière, c'est que notre priorité, c'est de perdre du poids. Et là, effectivement, quand l'argument perte de poids rentre en compte, l'édulcorant répond davantage à notre besoin que le sucre. Et je pense que c'est important d'avoir conscience de ça, parce que bien souvent, cet argument « j'écoute mon corps, je prends soin de ma santé », il est vraiment mis en avant dans les rééquilibrages alimentaires qu'on met en place, et la perte de poids, voilà, c'est secondaire, voire tout en bas, alors qu'en réalité, quand tu regardes les choix alimentaires qu'on va prendre en priorité, ce sont ceux qui nous font maigrir. Et attention, je culpabilise personne de vouloir maigrir, de vouloir faire des choses pour maigrir. Chacun fait ses choix. Je suis personne pour juger ces choix-là. Simplement, là, mon but, c'est de montrer la réalité et de mettre un peu de perspective dans ce qu'on dit. Souvent, on dit que la perte de poids, c'est un effet secondaire. En réalité, d'après les choix alimentaires, on voit que c'est l'objectif numéro 1. Mais comme c'est de moins en moins à la mode de vouloir perdre du poids, cet argument santé et écoute de soi, il est bien souvent très mis en avant. Et du coup, on peut un peu s'auto-persuader comme ça. Moi, en tout cas, dans ma vision des choses, c'est acceptable. Et c'est vrai que la particularité, c'est qu'on dirait vraiment du sucre. Genre vraiment, vous ne voyez aucune différence comparée à la stevia qui peut avoir un petit goût. Voilà, là, on ne voit aucune différence. Donc c'est vrai que pour la transition, au début, si vous avez une bouche très sucrée, que si vous êtes vraiment habitué aux sucreries, vous avez du mal à vous en passer, ça peut être une bonne façon de transitionner. Je vous partage en toute transparence quand même ce truc-là, puisque c'est ce que j'ai utilisé. Mais donc, moi, là, j'ai fait ma chantilly avec ça ce soir, parce que c'est vrai que ça donne un très bon goût. J'avais très envie de chantilly. Notre petite journée du lundi se termine. Moi, je vous retrouve demain pour la dernière journée ensemble. Et voilà. On est mardi, dernier jour de cette vidéo, une semaine dans mon corps. C'est le midi. Ce matin, comme d'habitude, je vous ai rien filmé puisque on est la semaine. Et la semaine, je ne mange pas le matin. Ce midi, c'est une salade composée avec plein de choses dedans. À la base, c'était pour des rouleaux de printemps, mais il y a eu quelques petits soucis parce que nos feuilles de riz dataient d'il y a tellement longtemps que c'était un peu à cata. Du coup, c'est une salade composée avec du radis, des carottes, du concombre, de la salade, de l'avocat, des crevettes et une sauce particulière. Une sauce trop bonne à base de beurre de cacahuète qui est tirée d'un livre de recettes de Alice Esmeralda qui est hyper bonne. Il est 17h, c'est l'heure du tea time. J'ai pris une part du gâteau que Samuel a fait il y a quelques temps. Ce gâteau a l'air délicieux. J'ai trop envie de m'en faire. Et Gaspard il mange de la brioche maison avec une petite infusion, voilà. Gaspard il adore les infusions, donc il boit pas de thé parce que voilà la théine et tout c'est encore petit, mais les petites infusions verveine camomille il adore. Dernier repas ensemble, ça fera une semaine officiellement demain matin, mais donc le dernier repas c'est soirée mexicaine. Donc là il y a un mélange de poivrons sauce tomate, et ici on a des crudités, du fromage, du guacamole, il y a des petites galettes que Samuel a faites maison. De toute façon toutes les recettes que je vous ai présentées dans cette vidéo seront listées en barre d'infos dans un PDF qui regroupera tout. Donc voilà, ça signe la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez pu un petit peu plus voir comment je mange au quotidien et surtout voir que c'est pas un régime mais c'est une nouvelle façon de m'alimenter qui me... C'est vraiment intéressant de voir à quel point c'est important de dire que je ne fais pas un régime. Et là je parle de sa vidéo mais vraiment c'est quelque chose qu'on voit dans plein de vidéos sur Instagram et tout ça. C'est vraiment important à chaque fois de préciser qu'on ne fait pas un régime. Je ne sais pas pourquoi. Parce que surtout que là, clairement, je vois pas la différence avec un régime. Si vous me trouvez la différence avec un régime,
je veux bien savoir. Encore une fois, faire un régime, ça ne veut pas dire manger que des trucs qu'on n'aime pas. Ça veut juste dire qu'on suit certaines règles, qu'on nous dit quoi, quand et combien manger. Là, il me semble que ça réunit quand même pas mal de conditions. Donc voilà, je sais pas pourquoi on ressent vraiment ce besoin de dire qu'on ne fait pas un régime. Me convient très bien, encore une fois, chacun son corps, chacun voilà, ses envies, chacun son métabolisme. Ce qui est applicable à moi n'est pas forcément pour tout le monde. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors effectivement, chacun son corps et chacun ses envies, c'est ce que je prône tout le temps sur ma chaîne. En revanche, le seul bémol que je vais mettre, c'est que quand on est dans un objectif de perte de poids, malheureusement, ça altère notre capacité à savoir ce qui nous correspond. Parce que à un moment donné, en fait, quand on écoute son corps, on va se diriger vers certains choix alimentaires. Si à côté de ça, notre objectif principal, c'est de perdre du poids, forcément, il y a des envies qu'on ne va pas pouvoir assouvir parce que ça irait à l'encontre de notre objectif de perte de poids. Et du coup, est-ce qu'on peut toujours dire qu'on écoute son corps quand cet objectif de perte de poids vient interférer directement sur tous nos choix alimentaires? Aujourd'hui, écouter son corps, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode. Tout le monde en parle. Toutes les personnes qui proposent des rééquilibrages alimentaires insiste vraiment sur le fait d'écouter son corps parce que les gens ont compris que les régimes c'était pas bon, que c'était néfaste, que ça ne marchait pas. Donc les gens jouent beaucoup sur voilà, cette notion d'écouter son corps. Honnêtement, ça me rend un peu dingue parce que c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Parce que comme je viens de dire, quand on a cet objectif perte de poids, écouter son corps, on ne peut pas écouter son corps réellement. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que alors le problème c'est pas du tout Léa et ce qu'elle mange parce que finalement effectivement elle mange absolument ce qu'elle veut et je suis personne pour critiquer ce qu'elle mange et ce qu'elle met en place dans sa vie. Elle dit bien au début voilà qu'elle n'est pas diététicienne, qu'elle n'est pas en train de dire que c'est ça qu'il faut manger. Il n'empêche qu'elle a quand même pas mal d'abonnés et que qu'elle le veuille ou non, finalement, elle a de l'influence. Et forcément, ça normalise une certaine façon de manger. Encore une fois, je pense que c'est un peu se voiler la face que de se dire « Bah non, mais moi j'ai mis un warning et après chacun fait ce qu'il veut ». Oui, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. En revanche, je pense qu'on a quand même conscience de l'influence qu'on a auprès des gens. D'ailleurs, je pense que, je sais pas si elle se définit comme une influenceuse, mais c'est une influenceuse. Ce mot-là, il veut pas rien dire, il vient quand même de quelque chose et c'est la réalité simplement. Quand on est suivi par plein de personnes, on influence forcément les gens par les choix qu'on fait, par ce qu'on dit, par nos actions. Et manger aussi peu et à mettre en place des règles qui sont quand même assez strictes, pour moi c'est assez dangereux. Et limite, c'est encore plus dangereux que si elle faisait des repas fades et sans goût. Parce qu'en fait, là, quand on regarde la vidéo, comme elle fait que des repas qui ont l'air très bons, honnêtement, moi, toutes ces recettes, elles m'ont donné envie, ça m'a donné l'eau à la bouche, ça avait l'air très appétissant. Et du coup, on peut sortir de cette vidéo en se disant « mais en fait, ça a l'air super facile, c'est vrai, j'ai juste à manger du fromage, du saumon, des légumes bien cuisinés, du gras, et basta. C'est sûr que je vais arriver à le faire parce que j'aime tout ça. » Il faut pas oublier que malgré tout ça, et même si voilà, elle dit qu'elle ne se restreint pas, tous les féculents sont mis de côté. C'est-à-dire que le pain, les pâtes, le riz, même le porridge sont complètement mis de côté, tout ce qui contient de la farine est complètement mis de côté. Je pense qu'aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous a tenté, c'est important de mettre pause et de réaliser à quel point ça impacte quand même toute votre vie. Parce que voilà, la farine, le blé, c'est quand même quelque chose qui est très très présent dans notre quotidien. Et au-delà de ça, c'est quelque chose dont votre corps a besoin pour fonctionner. Je me suis pas amusée à compter ses calories, mais honnêtement, ça me paraît très peu dans une journée. Et autant, voilà, je parle jamais de calories parce que ça va pas du tout dans le sens de l'écoute de son corps. Mais ça me paraît essentiel quand il y a aussi peu de calories dans la journée. Simplement parce que ça peut être dangereux et que notre corps a besoin de ces calories pour fonctionner, pour vivre. Et justement, à la fin, elle parle par exemple de métabolisme. Elle dit que chacun a son métabolisme. Là, honnêtement, pour moi, son métabolisme,
Elle est en train de le ralentir plus qu'autre chose. Et en fait, ce qu'on voit en général, c'est que les gens perdent du poids sur 6 mois, 1 an. Et une fois que l'objectif de perte de poids est atteint, bah, on commence à reprendre des kilos assez rapidement parce que justement notre métabolisme est très ralenti et du coup le moindre truc qu'on rajoute nous fait grossir. Et à ce moment-là, on se dit « Oh là là, mais moi aussi j'ai pas de chance, mon corps il fait que grossir, dès que je mange un truc je prends 3 kilos ». Bah non, en fait c'est simplement qu'en mangeant si peu pendant 6 mois, ça a suffi pour ralentir énormément ton métabolisme et relancer son métabolisme, ça demande du temps et ça demande souvent de reprendre des kilos. Donc c'est pas du tout un chemin qui est facile ni conseillé. Donc voilà, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est vraiment un parcours que je vois très régulièrement chez plein de femmes. Et pour le coup, il y a énormément d'études aujourd'hui qui parlent du fait de manger pas assez de calories et de tous les impacts que ça a sur notre santé, sur notre métabolisme et sur notre rapport à l'alimentation sur le long terme. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ça. Et c'est vraiment important de ne pas se laisser leurrer par le fait que ce qu'elle mange est bon. Ce n'est pas... C'est une composante qui est importante dans son alimentation, je le dis tout le temps, mais manger assez est prioritaire. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon parce que j'ai mis pause pas mal de fois. Mais j'espère que ça vous aura un peu éclairé, ça vous aura un peu aidé à prendre du recul. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aussi. Et je vous dis à très vite. Bye!